Bon, il était un petit peu temps que je m'y mette à ce troisième épisode américain, donc voici la troisième partie du récit de voyage aux États-Unis. Voilà, d'abord le village où il est né. C'est un peu le berceau, sa mère. Intéressant. Bon, et puis après, il a fait une série beaucoup plus... Son premier amour. Et évidemment, son autoportrait. Triche pas, quoi. Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'Art, le podcast qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille et de l'autre côté de l'Atlantique. Troisième partie donc du récit de voyage à New York, le récit de mes vacances qui commence à remonter un petit peu maintenant, ça va faire 3 semaines que je suis rentré de voyage, mais j'ai toujours quelques souvenirs dans la tête d'œuvres d'art, de galeries que j'ai pu voir, et j'ai donc décidé de vous en parler. Dans le premier épisode, je vous faisais le point sur les différents musées que j'ai eu l'occasion de voir parmi les très grands musées new-yorkais qui étaient le MoMA, le musée Guggenheim ou le PS1 qui était l'annexe du MoMA. Dans le deuxième épisode, j'ai abordé des musées un petit peu moins connus, en tout cas vus de ce côté-là de la France, qui sont le New Museum et le Whitney Museum, qui sont tous des musées donc, que j'ai vus, si vous avez suivi les 2 derniers épisodes, dans un état plus ou moins vide en raison du changement d'exposition. Et dans ce troisième épisode, je vais aborder quelque chose que j'ai commencé très légèrement à aborder au tout début, à la toute fin du précédent épisode. C'était les galeries d'art. Et là, je dois avouer que j'ai été absolument scotché parce que j'ai vu au niveau des galeries d'art aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y en a partout dans un certain quartier de New York. Ce quartier s'appelle le Gallery District, il est situé vers Chelsea, donc c'est à l'ouest de Manhattan, pas très loin du Whitney Museum, pas très loin non plus de la galerie Tagliatella dont je vous ai parlé à la fin du dernier épisode, puisque la galerie fait partie de ce quartier, et donc juste en dessous de la High Line, qui est cette sorte de promenade de ce qu'on appellerait nous en France une coulée verte, qui est une ancienne voie ferrée reconvertie en promenade arborée et boisée, qui est très agréable à parcourir. Et donc, sous la partie nord de cette promenade, vous avez un quartier qui est un ancien quartier industriel, avec de très nombreux hangars, des entrepôts, des lieux commerciaux, on va dire, qui ont été tous transformés en galeries d'art. Ça s'étale sur à peu près 9 rues, donc les rues aux États-Unis, en tout cas à New York, elles traversent Manhattan d'est en ouest, donc c'est sur le plan à l'horizontale, et sur 9 rues, vous avez une galerie à peu près tous les 10 mètres. C'est absolument impressionnant, c'est-à-dire que le Marais à Paris, c'est rien du tout. On a vraiment l'impression de passer d'une galerie à l'autre, à l'autre, à l'autre, et ainsi de suite. Ce qui fait que finalement, la visite de ce quartier, c'est presque la visite d'un musée. Et moi, j'ai presque pensé que j'avais vu plus de choses sur cette visite de beaucoup de galeries différentes, plutôt que dans les grands musées que j'ai eu l'occasion de visiter. Et puis c'est tout neuf, donc les anciens entrepôts reconvertis l'ont été il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des immenses espaces avec une hauteur sous plafond gigantesque, ce qui permet de mettre des toiles de dimensions démesurées, des grandes installations. Et puis, mine de rien, ce ne sont pas des petites galeries qui sont représentées sur cet espace. Les plus grosses galeries du monde sont là. Toutes les galeries qui sont représentées dans les foires internationales, tout ça, c'est... voilà, tout est là. Vous avez vraiment l'impression de passer dans quasiment le best-of de l'art contemporain vu du côté galerie, puisqu'il y a, à mon sens, une différence entre l'art contemporain de musée et l'art contemporain de galerie. On en parlera peut-être dans une prochaine bulle d'art. Du coup, je vous ai fait une petite sélection rapide d'œuvres et d'installations que j'ai découvert dans ces galeries. J'en ai retenu 4, sachant que sur une après-midi, j'ai dû faire 15 ou 20 galeries différentes. Donc les 4 qui m'ont le plus marqué. Pour commencer, c'est une œuvre de Urs Fischer, qui est un artiste suisse, conçu en collaboration avec une chorégraphe qui s'appelle Madeleine Hollander, exposée à la Gagosian Gallery, donc qui est une des plus grosses galeries du monde. Et cette installation assez amusante et très interactive consiste en un plateau
quasiment vide, avec juste des chaises, qui sont des chaises de bureau, plus ou moins grandes, elles sont toutes mobiles, elles ont des roulettes, elles peuvent tourner. Et en fait, ces chaises ont toutes leur comportement propre, c'est-à-dire qu'elles sont robotisées et elles se déplacent toutes seules dans la pièce. Ce qui est très intéressant, c'est d'abord que l'illusion est presque parfaite parce qu'on ne voit pas de moteur, toute la mécanique est vraiment cachée. Donc il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de capteur, on voit absolument rien dépasser, donc on a vraiment l'impression d'être face à des chaises vivantes. Et si vous suivez un petit peu ce que je fais en termes de chronique autour de l'art contemporain, c'est quelque chose qui me parle. Et puis petit à petit, on se rend compte aussi que ces fauteuils obéissent à une chorégraphie. Et c'est là qu'intervient le travail d'une chorégraphe. C'est-à-dire que leurs mouvements ne sont pas décidés au hasard. Et ce qui est fascinant avec ça, c'est qu'on se retrouve à passer un quart d'heure, 20 minutes à essayer de comprendre quelle est la chorégraphie de chaque chaise qui est dans l'installation. Il y en a où c'est très clair, il y a un fauteuil rouge qui va vous suivre en permanence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il vous capte, il se met à vous suivre, vraiment, vous êtes poursuivi par un fauteuil sur lequel il n'y a personne. Il y a un autre fauteuil qui est jaune et qui lui va vous fuir, à partir du moment où vous vous approchez de lui, il fuit et vous pouvez le suivre et il va continuer à marcher devant vous, à rouler devant vous plutôt. Et puis il y en a d'autres où la chorégraphie, on va dire, est plus mystérieuse et c'est assez intéressant de passer un petit moment à essayer de comprendre si leurs mouvements sont décidés au hasard ou s'il se passe quelque chose d'autre. Vous en avez qui rasent les murs, vous en avez qui avancent très doucement. Il n'y en a pas tant que ça, il doit y avoir une petite dizaine de fauteuils, mais c'est une expo qui a l'avantage d'accrocher vraiment l'attention des spectateurs, puisque elle est extrêmement interactive et elle est très facile à appréhender, même si on ne comprend pas le sens exact de l'installation. Eh bien, on a tout de même une idée, une perception de ce dont il peut être question. Deuxième artiste et deuxième galerie que j'ai retenue, la galerie s'appelle Crossing Art Gallery, l'artiste s'appelle Vandana Jain, qui n'a rien à voir avec la chanteuse Jane, et elle travaille sur les logos des grandes marques. Et en fait, il y a tout un travail extrêmement graphique, donc il y a plusieurs techniques que cette artiste utilise, ça va du dessin à la vidéo en passant par la broderie, et elle mixe en fait les logos des grandes multinationales avec des techniques extrêmement traditionnelles. Donc on a effectivement un alphabet de logos avec bien des logos dont l'initiale va composer un alphabet, A, B, C, D, et ainsi de suite. Donc le M de McDo, le N de NBC et d'autres. Mais tout ça est réalisé en broderie. Donc il y a un mélange du côté très capitaliste et industriel des logos et du côté très traditionnel de la broderie. Elle s'amuse aussi à faire des tableaux que j'ai vraiment beaucoup aimés, où elle décompose les logos. Par exemple, le logo d'Adidas classique avec les trois bandes et la petite fleur que ça forme. Elle décompose les formes et elle recrée d'autres formes à partir de ces différentes formes, un petit peu comme le jeu du tangram, qui est ce casse-tête qui consiste à replacer des formes pour faire un carré. Et bien là, vous avez 9 ou 12 dessins différents qui sont tous composés des mêmes formes, et évidemment, parmi ces dessins différents, vous avez le véritable logo qui se cache. Mais on peut passer un petit moment à se demander lequel est le vrai. Et pour certains logos, c'est absolument immédiat, on l'identifie tout de suite, et parfois on se dit est-ce que finalement ce serait pas celui-là le vrai logo et pas celui auquel on pense. Et c'est assez troublant, et on peut également passer un bon petit moment à rester devant ces œuvres. Il y a également une œuvre vidéo qu'elle a réalisée qui est une sorte de mandala géant réalisé uniquement avec les logos des 100 plus grandes boîtes de la bourse de Wall Street. Eh bien, vous avez cette image qui se compose petit à petit à très petite échelle, ce qui fait qu'en fait on ne se rend compte qu'il s'agit de logos de multinationales que si on s'approche vraiment et que si on regarde bien ce dont il s'agit. Sinon, c'est effectivement une sorte de mandala ou de kaléidoscope qui est très joli à regarder à première vue et qui n'est pas déplaisant une fois qu'on a compris ce dont il s'agissait. Troisième artiste dont je voulais vous parler, donc il s'agit quasiment que d'artistes que je ne connaissais pas avant, à part Urs Fischer dont je connaissais le nom mais pas le travail. Vandana Jain, je ne connaissais pas, et
l'artiste suivante, Katia Loët, ou Loé, je ne sais pas comment on dit, qui est exposée à la C24 Galerie. C'est la même chose, je ne connaissais absolument pas et j'ai même fait une recherche sur Google. Il y a également très peu d'informations sur elle en langue française. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller découvrir des artistes qui sont pas forcément connus en France. Katia Loët, elle réalise des vidéos qui sont projetées sur des supports qui peuvent être des sculptures en verre, qui peuvent être notamment des bulles, des grandes bulles accrochées au plafond et sur lesquelles la vidéo est projetée. Et je dois vous dire que ça m'a beaucoup rappelé le travail de Pipi Lotieriste, qui est cet artiste que j'aime beaucoup, qui n'est pas pour rien dans ma passion pour l'art contemporain. Donc je vous invite à écouter le tout premier épisode de Bulle d'Art si vous n'avez jamais entendu parler de Pipi Lotieriste. Et là on se retrouve avec ces vidéos extrêmement aériennes, très colorées et qui font appel à une forme de bricolage. Sur les vidéos, il y a des oiseaux, il y a des personnages et on se rend compte très vite que c'est du carton-pâte, que les oiseaux sont des marionnettes, que les textes qui sont inscrits sont en fait des personnes filmées de très haut qui forment les textes avec leur corps. Donc il y a toute cette poésie-là, en fait, du côté très régressif, très coloré, très poétique, qui se dégage de ces œuvres, et c'est vraiment très agréable. On peut s'asseoir, on peut regarder les vidéos, il y a des boucles qui sont très courtes, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus longues. La galerie s'ouvre en fait sur une série de sculptures avant qu'on entre dans l'espace avec ces bulles géantes qui peuvent être regardées soit à hauteur d'œil, soit en descendant d'un étage, en les regardant, donc en étant sous les bulles. Et tout ça est vraiment très... je dirais pas que c'est intéressant, je dirais surtout que c'est prenant. Voilà, c'est poétique, c'est joli, c'est agréable. Il y a une bande son qui est très agréable également. Je vous invite voilà, à aller découvrir le travail de cette artiste Katia Loët. Que vous pouvez donc retrouver sur le site web de la C24 Galerie et j'espère un jour exposer en France. Dernier artiste de cette sélection, puisqu'on dépasse un petit peu le temps alloué aux bulles d'art normalement, il s'appelle Jonathan Paul, il était exposé à la Unix Galerie et alors là, on était sur quelque chose de complètement délirant puisqu'il s'agissait d'une installation performative avec des chèvres, des vraies chèvres, deux chèvres habillées de comment on peut appeler ça, des costumes entre guillemets de couleurs différentes et qui se livraient à une compétition terrible puisqu'il fallait qu'elles ouvrent des piñatas, vous savez les petites piñatas qui sont accrochées au plafond en mangeant des fraises. Voilà, c'est-à-dire que sans évidemment être conscientes qu'elles allaient décrocher la piñata et gagner la partie, les deux chèvres eh bien, avaient des petites fraises suspendues qui, quand elles les mangeaient, déclenchaient les piñatas. Et c'était une forme de compétition évidemment très amicale, puisque il n'y avait aucune pression. Et évidemment, on peut reprocher le fait d'utiliser des animaux vivants dans une œuvre d'art, mais c'était sur des créneaux très réduits. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur la performance au moment où elle se déroulait, mais c'est 2 heures par semaine, le samedi après-midi, qu'on peut voir l'installation avec les chèvres dedans. Le reste du temps, on a juste le décor. Et en fait, tout ça ramène à la compétition des humains, à tous les artefacts de la compétition, puisqu'on retrouve vraiment les couleurs d'équipe, les fanions, les symboles, sauf qu'on est sur une compétition complètement absurde, qui a pourtant des règles bien définies. Et ça joue énormément là-dessus, sur le rapport entre la vraie compétition des humains, cette fausse compétition, et ce qu'on peut trouver entre les deux. Il y a toute une série aussi de petites œuvres accrochées ensuite dans la deuxième partie de la galerie qui évoquent ça également, des dés qui portent des chèvres, qui sont faits en moumoute. Des fanions, voilà, tout cet univers-là est développé et en fait c'est assez intéressant de faire justement le parallèle entre la compétition de nous, êtres humains, qui a une finalité et ces chèvres en fait qui ne sont absolument pas conscientes d'être en compétition et pour elles leur intérêt c'est d'aller attraper la fraise qu'il y a à manger. Voilà, donc c'est évidemment ça attire beaucoup de monde parce que c'est très coloré, il y a des animaux, donc les gens viennent prendre en photo. Mais si vous avez l'occasion de vous intéresser à cet artiste, Jonathan Paul, je vous le recommande et je vous recommande évidemment d'essayer de découvrir son travail qui était donc exposé à la Unix Galerie.
Voilà, j'ai honteusement dépassé le temps imparti normalement pour les bulles d'art, puisque nous sommes à peu près 15 minutes de podcast. J'espère malgré tout que cette petite visite de quelques galeries américaines vous a intéressé. Voilà, si vous avez l'occasion un jour d'aller à New York, ou si vous y êtes déjà allé, ne manquez pas ce quartier. Si vous êtes amateur d'art, c'est vraiment un endroit où aller. Je serais presque à vous recommander plus chaleureusement ce quartier des galeries plutôt que certains musées comme le Whitney, qui est intéressant mais sans plus, alors que là vous allez vraiment découvrir des œuvres, des artistes qui sont pour certains assez bluffants. Voilà, c'est la fin de cette bulle d'art. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode avec très certainement quelques nouveautés qui vont vous surprendre. Teasing. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des messages, des recommandations, des suggestions sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Instagram, c'est le compte @bavardage. Facebook, c'est Bulle d'art et bavardage. Et Twitter, c'est Bulle d'art tout court. Voilà, laissez-nous des commentaires. Évidemment, le podcast est disponible partout, sur iTunes, sur Podcast Addict, sur Spotify, sur Deezer. Et voilà. Je ne sais absolument pas comment terminer ce podcast. Je vous dis donc à la semaine prochaine et salut à tous.